On ne change pas une équipe qui gagne, dit-on, et pourtant Mkapa et la communauté est-africaine n'ont pas gagné dans le processus du dialogue interburundais, loin de là. Mkapa a été pourtant reconduit comme médiateur et l'EAC tient coûte que coûte à se maintenir, à chapeauter le dialogue. J'y suis, j'y reste, semble-t-il dire comme un pied de nez à ceux qui pensent qu'ils devraient tous démissionner. Néanmoins, l'on ne peut s'empêcher de se poser la question de savoir si le dernier sommet de ces mêmes chefs d'État à Kampala, la semaine dernière, ne constitue pas un nouveau tournant dans ce processus. En lisant entre les lignes, premièrement, si Mkapa avait décidé de démissionner, de rendre donc le tablier en disant que toute sa volonté était là, mais qu'il y a juste manqué le soutien des chefs d'État de la sous-région. Et deuxièmement, si les mêmes chefs d'État ont refusé de reconnaître leur échec et de reconduire le même Mkapa qui a par ailleurs accepté, est-ce que ce ne sont pas là des signes que eux veulent peut-être s'amender, je dis bien peut-être, pour changer la donne dans le processus? Voilà donc l'objet de cette 19e édition du Club de la Presse. Nous serons avec nos invités. D'abord Hermès Ndimandetse. Vous êtes journaliste à la radio publique africaine. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Monsieur Franck, merci de l'invitation. Et puis Jean-Marie Ndabashinze, vous êtes un habitué, mais vous êtes là particulièrement parce que vous avez été l'envoyé spécial de Inzamba Agateka Kawe à Kampala. Bonjour et bienvenue aussi. Bonjour Franck. Et puis le troisième invité, c'est Jérôme Kazabou-Keye, journaliste au journal indépendant en ligne. Itara-Burundi.com, oui. C'est ça? Oui. Je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Bonjour, bienvenue aussi. Bonjour Franck. Bonjour. À toutes, oui. à tous, bonjour, bienvenue. Nous y revoilà donc. Le dialogue interburundais qui semble au point mort. Vous étiez en place à Kampala, Jean-Marie Ndabashinze. Est-ce que l'opposition était sur place? Ah oui, vous savez que le sommet devrait se tenir le 23, vendredi le 23. À partir donc quelques jours avant, on voyait toute l'opposition, surtout regroupée au sein du Sénat, qui essayait de rôder autour de l'hôtel où se déroulaient les festivités, juste pour essayer de lancer un mot et pour influencer la décision qui devrait être prise dans le sommet. Alors, Mkapa a donné son rapport, j'ai dit un peu tard, et quand il est entré pour justement donner le rapport au chef d'État, c'est là où le message de sa probable démission a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais avec les gens de l'opposition, c'est eux qui m'ont informé d'ailleurs le premier que Mkapa venait de démissionner. Et d'où venaient ces messages? Ces messages venaient des proches de Mkapa, des gens qui se trouvent, des gens qui sont à l'interne de l'équipe de la médiation, qui sont des amis de certains des opposants. Mais après, lorsque Mkapa est sorti, Tembe Dembélé, le lendemain matin, juste le vendredi matin, a clarifié les choses, que Mkapa n'avait pas démissionné, que plutôt il avait émis ces difficultés, les difficultés qui l'empêchent de faire correctement son travail. Il a dit entre autres que la décision unanime de changer la constitution par le pouvoir de Pierre Nkurunziza est l'une des préoccupations pour la continuité de la médiation. Le même vendredi matin, même la présidence de l'Ouganda a sorti un communiqué où la présidence a démenti la démission des facilitateurs du dialogue interburundais. Qu'est-ce que j'ai remarqué, moi, personnellement? C'est que Mkapa avait l'intention de déposer le tablier parce que, si on revient un peu en arrière dans ce qu'il a dit, lorsque, par exemple, était à Kigali, au Rwanda,
il a dit qu'il était vraiment désolé que les chefs d'État lui ont confié une mission, mais qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne veulent pas l'aider à faire cette mission correctement. Il a dit il a donné une phrase qui a été célèbre. Il a dit que si on regarde le comportement des chefs d'État, on voit que leur cœur est disposé à aider, que malheureusement le corps ne suit pas le cœur, ne suit pas l'esprit. Voilà. Mais le cœur, est-ce que ce n'était pas le cœur, ce n'est pas le cœur de Mkapa et que le corps constitue plutôt les chefs d'État de la sous-région qui ne veulent pas l'appuyer? Mkapa a cité les chefs d'État. Ah. Il a cité les chefs d'État sur les niveaux. Oui. Hermès, au vu de ce sommet, le dernier sommet, le 19e sommet des chefs d'État de la sous-région à Kampala, on parle du fait que le dialogue serait aujourd'hui au point mort. Est-ce que pour vous c'est une mauvaise chose ou ça peut constituer un nouveau départ? Bon, avec la reconduction de Mkapa en tant que facilitateur dans le dialogue interburundais, moi je n'attends de rien de ce qui va continuer. Parce que Mkapa, ça fait 2 ans qu'il est facilitateur dans le dialogue, mais il n'a rien fait. Oui, maintenant, c'est au moment où il jette le tort au chef d'État de la sous-région. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui-même? En tant que, je dirais, le parent de Nkurunziza, ils étaient en Tanzanie quand ils étaient au maquis. De toute façon, il y a quelque part des intérêts que Mkapa et son président, donc Magufuli, et les autres chefs d'État de la sous-région, ils ont des intérêts particuliers qu'ils veulent protéger pour dire quoi? Pour maintenir Nkurunziza au pouvoir. Parce qu'ils ont droit à inviter Nkurunziza eux-mêmes et qu'il soit lui-même sur la table de négociation. Pourquoi pas? Je disais quelquefois, donc il faut que les chefs d'État de la sous-région s'engagent eux-mêmes, comme ils ont été interpellés par l'ONU. Donc ils s'engagent à convaincre Nkurunziza d'être à la table de négociation. Soit, ils peuvent dire, venez à Kampala. Si tu ne viens pas, pas de session. Ou bien, si tu ne viens pas, nous-mêmes, nous venons au Burundi. Parce que vous dites qu'il y a de la sécurité totale. Donc les chefs d'État s'engagent et que s'ils refusent lui-même d'être à Kampala, qu'ils viennent ou qu'ils aillent à Bujumbura pour négocier avec Nkurunziza. Comme ça, les Burundais vont avoir qu'il y a de l'engagement de la sous-région. Sinon, mais qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui les pousser à le faire alors qu'ils n'ont pas pu le faire pendant 3 ans? C'est parce qu'il y a l'ONU qui semble engagée à trouver la résolution à la crise burundaise. On a vu ce que Kafando a défendu dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. On y reviendra. Oui. Jérôme, Hermès vient de parler du fait qu'il y a différents chefs d'État qui auraient des intérêts au Burundi et que donc ils ne peuvent pas prendre une véritable décision pour amener Pierre Nkurunziza sur la table de négociation. Est-ce que vous pensez réellement qu'il n'est pas possible de dépasser ces intérêts? Oui, je suis d'accord avec Hermès. Les intérêts sont évidents. Vous vous souviendrez, le cas des cahiers de l'Ouganda, c'était pour rembourser les dettes que CNDD a contractées auprès des chefs d'État de la sous-région. Donc, pour dire que les intérêts sont évidents, même s'ils sont cachés, vous avez vu dernièrement Magufuli a joué un rôle de contre-espionnage offensif pour Nkurunziza, où il a dit que le Burundi est en paix. Donc, c'est un côté penchant. Ces négociations ont eu un mauvais départ. Mauvais départ. Comment? Parce qu'on a choisi les médiateurs qui ont des intérêts, qui sont impliqués. Et donc des gens qu'il ne fallait pas pour vous? Oui. Il ne fallait pas les impliquer parce qu'ils ont d'autres problèmes d'accueillir des réfugiés burundais qui sont dans leur pays. Il y a des honoraires qui les touchent. Donc, il y a conflit d'intérêts entre ces présidents.
Donc, le Mukapa, le facilitateur, il a un chef qui est Magufuli, donc il doit agir. Mais même si c'était un médiateur qui venait, je ne sais pas, de l'extrême nord du globe, il toucherait des honoraires. Non, on a... C'est parce qu'ils sont proches du Burundi qu'ils doivent avoir. Non, c'est parce que à l'époque, quand le CNDD-FDD était au Maquis, ils étaient logés là-bas en Tanzanie. Probablement qu'ils ont eu des contrats de prêts qu'ils vont rembourser. Donc jusqu'à maintenant, ils ont plus d'intérêt qu'un médiateur qui viendrait d'ailleurs. Comme on l'a fait à l'époque où Mandela Nelson a été médiateur et ça a réussi avec les accords d'Arusha. Jean-Marie, vous venez encore une fois de Kampala, où vous avez assisté à ce 19e sommet des chefs d'État de la sous-région. On a demandé, entre autres, à Mkapa de désarmer, de faire désarmer les Imbonerakure avant le référendum de mai, mais il ne reste plus que 2 mois. Est-ce que vous pensez que les tâches qu'on lui a confiées sont vraiment possibles? Bon, je pense qu'ils n'ont pas demandé le désarmement pour le référendum. Donc, Mkapa, avant d'aller à Kampala pour donner rapport, il a reçu en audience la délégation de l'opposition, qui était une délégation composée par l'opposition intérieure et l'opposition extérieure. Cette fois-là, les 2 oppositions ont donné un seul document au médiateur qui comprenait 5 points. Donc, le respect strict de l'accord d'Arusha, le respect de la Constitution, le fait d'avoir une force neutre de protection qui protégerait les gens qui rentrent de l'exil, le désarmement, bien évidemment, des Imbonerakure pour la prochaine échéance électorale, pas de référendum. Et enfin, avoir une commission électorale indépendante, neutre, où il y aurait des étrangers et des Burundais pour qu'il y ait plus de transparence. C'est ça l'exigence de l'opposition pour que des élections crédibles puissent avoir lieu. Si c'est en 2020 ou je ne sais à quelle date, parce que l'opposition dit que les dates importent peu. Il faut des élections crédibles pour montrer à Nkurunziza et son parti qu'ils ne sont pas réellement majoritaires. C'est pourquoi les gens à Bujumbura ne veulent pas exactement venir sur cette table parce qu'ils risquent d'être découverts. Mais est-ce que les 5 points d'opposition ont été soumis au chef d'État tels quels? Je pense bien, je n'étais pas vraiment dedans, mais je pense que Mkapa a été fidèle, j'imagine. On a souvent montré la communauté est-africaine comme étant, comme n'ayant pas suffisamment de volonté pour faire avancer le processus, mais est-ce que c'est la seule responsable, Hermès? Non, l'EAC, l'East African Community n'est pas la seule, n'a pas de pouvoir pour exiger à Nkurunziza d'être sur table de négociation, parce que ça fait autant d'années que Nkurunziza n'a pas voulu être parmi les chefs d'État. On a vu beaucoup de sommets qui ont été tenus, mais il essaie d'envoyer son premier vice-président, Gaston Sindimo, comme son représentant. Est-ce que Gaston Sindimo est là pour être à la place de Nkurunziza ou bien c'est pas? Donc c'est quelque chose qui est incompréhensible. C'est-à-dire que tant que Nkurunziza ne sera jamais sur table de négociation, tant que Nkurunziza donc, ça me manque beaucoup de mots à dire parce que Nkurunziza reste là-bas comme il dit n'est pas du tout chef d'État. Parce que s'il se sent exactement chef d'État, il fallait qu'il soit quelque part entre les chefs d'État. Alors, il envoie Nkurunziza là-bas. Il envoie son chef d'État. Il est chef d'État au Burundi. Il est chef d'État au Burundi, sur seulement le territoire burundais. Il est chef d'État local. Vous avez vu comment, quand il rencontrait Magufuli en Tanzanie, il a pris toute son équipe pour être. C'est où, à Kigoma. Donc, il a quelque chose qui craint, qui peut se faire au Burundi à son absence. Alors, je me dis que l'EAC a besoin d'autres organisations pour que
est là de la force. Elle est de la force. Il vient de parler de ce besoin de l'EAC. On a vu à la dernière réunion du comité du Conseil de sécurité des Nations Unies, Michel Kafando, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui a parlé des problèmes au Burundi, qui ne parle pas avec cette langue de bois que l'on connaît chez les diplomates. Est-ce que vous pensez que cela pourrait apporter quelque chose? Évidemment, si la communauté internationale s'implique et que l'Union africaine s'implique là aussi, à la hauteur de ce que la communauté est-africaine est en train de dire. Donc, si ce que Mnes a dit, que Nkurunziza, ses dirigeants en Tanzanie, rappelleront qu'on a accueilli Nkurunziza avec 21 canons. Donc c'était un signe que les négociations ne peuvent pas aboutir, qu'il faut utiliser ces canaux, ils ont donné un signe. Donc ce que Kafando a dit, que c'est compliqué, c'est compliqué. La communauté est-africaine n'est pas à mesure d'être au-dessus des intérêts qu'il tire dans le pouvoir de Nkurunziza. Oui. Si les choses sont comme ça et que l'opposition, par exemple, a suffisamment de temps pour se préparer, est-ce que vous pensez qu'elle peut se faire beaucoup plus entendre dans le processus? Mais être entendu par qui? Par ceux qui doivent l'entendre, notamment par Nkurunziza, qui peut peut-être accepter. Moi, je pense, Franck, qu'il faut que les Burundais puissent lire entre les lignes de tout ce qui est en train de se passer. Nkurunziza croit être l'homme fort de la situation. Moi, je pense qu'il se trompe. Maintenant, il y a la sous-région qui, d'une façon ou d'une autre, essaie de le protéger. Parce que même dans le communiqué final du sommet, ils ont insisté, ils ont souligné que la question burundaise reste dans la sous-région. Ce qui sous-entend qu'il y avait une certaine opinion qui voulait que cette question ne soit plus traitée au sein de la région. Parce que si je dis que ceci reste chez moi, est-ce qu'il y avait une probabilité que ce soit repris par quelqu'un d'autre? Voilà. Il y a d'ailleurs une certaine information qui disait qu'il y a l'Afrique du Sud, avec la Fondation Mandela, qui avait déjà approché le nouveau président Cyril Ramaphosa pour dire que l'honneur de Nelson Mandela ne peut pas être traîné dans la boue comme ça, qu'il faut récupérer ces négociations pour que ça soit traité là où ils ont été traités. Ça, c'était vraiment une menace pour la sous-région, d'où cette insistance de dire que les choses restent dans les mains. Souvenez-vous même qu'après, le ministre Alain Nyamitwe a fait sur son Twitter qu'ils ont voulu garder une main mise sur le dialogue. Alors, il reste à voir si demain, cette main mise sera bénéfique pour le peuple burundais. Parce que là aussi, s'ils échouent, pour les vieux comme Séveni, comme Mkapa, un échec, ce n'est pas quelque chose de vraiment qui est digeste. Alors, il y a, mes confrères disaient des intérêts. Peut-être qu'ils protègent des intérêts économiques, mais il y a aussi les intérêts de la dignité. Si la sous-région, qui connaît autant de sages, ne peut pas régler un petit problème d'un petit pays, un problème qui est pourtant visible, il s'agit d'une violation pure et simple d'un accord entre les Burundais. Un accord qui a été piloté par la même sous-région. Ils peuvent protéger les intérêts économiques, mais attention, les intérêts de dignité risquent de disparaître.
il vient de parler du fait que le problème du Burundi est un problème qui est très visible. On a vu tout récemment en Afrique de l'Ouest les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Ouest qui ont pris les choses en main et qui ont pu déloger le dictateur, l'ancien dictateur Yahya Jammeh de la Gambie. Imaginons qu'aujourd'hui, les mêmes chefs d'État de la sous-région de l'Afrique de l'Est manquent toujours de volonté pour assister le Burundi et que Pierre Nkurunziza continue à massacrer les Burundais. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être possible de porter plainte pour non-assistance à personne en danger contre ces mêmes chefs d'État? Ok, merci beaucoup. Moi, je dirais que le rôle le plus important revient aux Burundais eux-mêmes. Ce n'est pas la sous-région, ce n'est pas la communauté internationale qui va intervenir pour qu'il y ait la résolution de la crise burundaise. Parce que s'il n'y a pas de volonté du peuple burundais, et que nous attendions que Mokapa, Museveni, Mafosa vont venir et dire on nous a fait ça. Il faut que d'abord il y ait la volonté du peuple burundais pour qu'ils se lèvent ensemble, annoncer l'homme, dire monsieur Nkurunziza quitte, ou bien soit par force, ou bien soit par le dialogue, comme on le disait. C'est soit par la politique ou par la force. Donc, si une fois, demain, les Burundais se lèvent en un seul homme, c'est-à-dire au niveau du CNDD-FDD, nous avons entendu qu'il y a toujours des chicaneries dans le système. Vous avez entendu que très récemment, les Imbonerakure de Mobimbi, de Mutimbuzi, se regardaient en chaîne de faïence et qu'ils ont même fait des gaffes. Alors, vous avez entendu Mutoiou, un secrétaire du parti, a été tué par les militaires. Pourquoi ces militaires ont eu le courage de tuer cet homme? C'est parce que peut-être, je dirais peut-être, il est menacé. Aujourd'hui, je suis administrateur, je dis, force de l'ordre, police, militaire, quittez. C'est moi qui vais garder la position. C'est quoi? Et donc pour vous, ce sont de bons signes qui montrent que les Burundais peuvent se mettre ensemble? Bien sûr oui. Bien sûr oui. Donc si aujourd'hui, ils commencent à voir qu'il y a un problème au niveau du parti, c'est au sein du même parti qu'ils vont dire, mais si ça ne va pas. Parce que ce sont les Burundais. Si je dis les Burundais, ce sont les CNDD. Au Burundi, c'est la majorité. Donc, ils vont sentir qu'ils sont sous menace du pouvoir burundais. Ils disent, monsieur Nkurunziza, non, nous sommes fatigués de votre pouvoir, que vous quittiez. Je repose la même question. Est-ce que vous pensez que les chefs d'État de la sous-région peuvent porter la responsabilité de ce qui peut se passer de pire au Burundi, ou ce qui est en train même de se passer aujourd'hui pour non-assistance à personne en danger? Par qui? Par, je ne sais pas, des associations, peut-être des Burundais qui peuvent dire, mais la sous-région ne nous a pas assistés, on va porter plainte contre eux parce qu'on a déjà porté plainte contre Nkurunziza et son pouvoir. Non, en politique, on dit qu'il n'y a pas d'amis ni d'ennemis, mais des intérêts. Donc c'est moi, un Burundais qui a des intérêts à protéger, moi qui ai des frères, des amis qui sont sur terrain, nous sommes tous contre Nkurunziza. J'ai attendu dernièrement un enseignant qui se lamente après avoir touché que la banque que le pouvoir a des retraits réguliers sur son compte et qu'on vient dans son ménage pour demander de l'argent encore, qui contribue triplement, même 4 fois ou plus. Là, c'est ce de contribution. Donc, c'est ce que Hermès a dit. Moi, je suis d'avis que si nous sommes un seul homme, nous sommes à mesure de chasser Nkurunziza sans avoir compté sur les forces extérieures. Oui. Franck, vous avez comparé... Oui, assez rapidement, parce qu'on n'a plus suffisamment de temps, oui. Vous avez comparé les États de l'Afrique de l'Ouest pour le cas de la Gambie. Que vous comparez avec l'East African Community, avec le Burundi. Non, les pays de l'Afrique de l'Ouest sont tellement démocrates. Il ne faut pas que, si Côte d'Ivoire dit ça, Sénégal dit ça, ils sont tellement évolués mentalement. Donc, il ne faut pas comparer l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Parce qu'en Afrique de l'Est, il y a des intérêts qui sont protégés. Donc, si Magufuli doit tout faire pour protéger ses intérêts et essayer de maintenir Nkurunziza au pouvoir, nous avons fait l'histoire. Il y a des belles bases qui se trouvent là-bas. Donc, il y a ce que Magufuli doit protéger
pour que Nkurunziza reste au pouvoir ou quelqu'un d'autre de Nkurunziza reste au pouvoir. Parce que nous avons entendu très récemment que Magufuli a dit qu'il ne veut plus recevoir les réfugiés burundais sur son territoire. Et que parce que au Burundi, la paix est totale. Et comment est-ce que la paix est totale alors qu'il y a des militaires qui ont été arrêtés et je ne sais pas s'ils ont été tués en Tanzanie. Et qu'on continue à maintenir Mkapa comme facilitateur dans le dialogue inter-burundais. C'est impossible. Donc le cas est désespéré, Jean-Marie? Bon, pour les pessimistes, ils peuvent désespérer. Mais moi, je me dis que peut-être qu'on est en train seulement de perdre de temps et des vies humaines. Mais la crise burundaise est là, elle est née, elle est dans les mains de la communauté internationale. Elle doit prendre fin là-bas même. Le dialogue a commencé, il doit continuer. Peut-être que la sous-région peut échouer, l'Union africaine va prendre la relève, pourquoi pas l'ONU, mais la fin, ça sera la table de négociation. Les Burundais, nous sommes habitués à cet exercice. Voilà. Pour terminer, Jérôme, vous avez parlé, vous avez insisté sur le fait que les Burundais eux-mêmes, comme le disait tout à l'heure Hermès, peuvent prendre eux-mêmes les choses en main. Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'ils ont montré, notamment pendant les manifestations de avril, mai, juin 2015, mais que finalement, ce sont les armes qui ont fini par les faire les faiblir. Le peuple n'a pas les armes, mais Pierre Nkurunziza a les armes. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que le peuple burundais peut vraiment résoudre le problème? Oui, je suis optimiste. Parce que la pauvreté qui est en train de planter au Burundi, ça touche la population. Donc il est en train de créer des ennemis au sein même de la population en les affamant. Oui, oui. Et que mais donc, les enfants qui vont pleurer tout le temps, quand ils sont affamés, qui abandonnent l'école, ils vont être des ennemis de Nkurunziza. Tout le monde pleure. Donc, une arme qui est très importante, c'est parce que la population n'aime pas Nkurunziza. Nous sommes, le Burundi est parmi les 3 premiers pays pauvres du monde. C'est ça ce qui va montrer que Nkurunziza n'a pas de force. Espérons que Nkurunziza puisse s'en rendre compte et que finalement il puisse peut-être dire demain, ben, écoutez, je me suis fait des ennemis et donc je vous rends le pays, c'est le vôtre, décidez de vous-même qui vous mettez à la tête du pays, mais bon, on rêve. Mais qui ne rêve pas, ne vit pas. Fin de cette 19e édition du Club de la Presse. Merci encore une fois à nos 3 invités. Jérôme du journal en ligne Itara Burundi. Oui. Et puis Hermès Nivandetse de la radio publique africaine. Merci. Et Jean-Marie Damashinze de la radio Inzamba Agate Katkawe. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a assistés et qui vous aide à nous suivre sur tous les réseaux sociaux sur lesquels passe cette émission. À toutes, à tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse. Merci.